Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, célébration de la Journée nationale de lutte contre la corruption. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a annoncé les couleurs face aux médias ce mercredi 5 décembre 2018. Autre commémoration, c'est bien la Journée mondiale des sols au Bénin. La 6e édition de la Journée mondiale des sols a été célébrée à travers un atelier scientifique au campus d'Abomey-Calavi. Les détails sont à suivre dans ce journal. Et puis la justice française a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. C'est à suivre dans ce journal. Vous faites bien de nous préférer poursuivre l'actualité. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a organisé ce mercredi 5 décembre une conférence de presse au siège de l'institution. L'objectif de ce rendez-vous est de présenter aux hommes des médias les différentes activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la corruption le lundi 10 décembre. Plus de précisions avec Samson Oké et Romaric Devoshi. Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin. C'est le thème sur lequel portera la 13e édition de la Journée nationale de la lutte contre la corruption célébrée chaque 8 décembre. Et c'est pour annoncer les couleurs de cette célébration édition 2018 que l'Autorité nationale de la lutte contre la corruption a convié les hommes des médias à une conférence de presse ce mercredi 5 décembre 2018 au siège de l'institution à Cotonou. Selon les tests, c'est le lundi 10 décembre que nous allons coupler et la journée nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la journée internationale de lutte contre la corruption du Bénin. Il y aura le lundi prochain, 10 décembre, 2 communications sur les activités de la journée. Les communications auront pour thème les méfaits de la corruption sur la jeunesse et les initiatives de jeunes en matière de lutte contre la corruption au Bénin. La deuxième communication aura pour thème les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par les jeunes dans certains pays du continent africain. Celui qui animera également cette conférence n'est pas moins jeune et vous aurez l'occasion de le constater lundi prochain. Puis après, la parole sera donnée à toute l'assistance. La corruption, un phénomène dont les effets touchent toutes les couches socio-professionnelles, notamment la jeunesse, avec pour conséquence l'accès limité aux opportunités politiques, économiques et sociales, aux services publics et le chômage. C'est pourquoi l'objectif global de cette célébration édition 2018, selon Jean-Baptiste Elias, est d'engager durablement les jeunes dans la lutte contre la corruption pour un recul définitif de ce fléau au Bénin. Cette année, la jeunesse est impliquée dans l'organisation de cette journée. Pour vous qui serez là, j'espère que vous y serez, vous trouverez beaucoup de jeunes qui vont s'engager aux côtés de leurs aînés à lutter efficacement contre la corruption, que ce soit au niveau des universités, publiques et privées, au niveau de la société civile, au niveau de tous les compartiments où la jeunesse travaille. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire co-parrainer, de faire co-présider les cérémonies de cette année par le ministre en charge de la jeunesse, avec nous-mêmes, pour que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant dans cette lutte. La Journée nationale de la lutte contre la corruption a été instituée au Bénin par le décret numéro 2006-773 du 31 décembre 2006 et se célèbre tous les 8 décembre. Le 8 décembre de cette année 2018 n'étant pas une journée ouvrable, les manifestations officielles de cette 13e édition ont été reportées au lundi 10 décembre 2018 à Cotonou.
Diplomatie maintenant, le Japon va célébrer le 23 décembre la fête nationale de ce pays, également appelée anniversaire de l'empereur au Bénin. L'ambassade du Japon compte célébrer l'événement ce vendredi 7 décembre 2018. En prélude à cette fête, Kiyofumi Konishi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire après le Bénin, a donné une conférence de presse ce 5 décembre pour présenter les réalisations de son pays au Bénin. Voici le reportage de Carlo François Humbelihento et Fiacre Voitan. La fête nationale du Japon prévue pour être célébrée le 23 décembre, jour anniversaire de l'empereur, sera commémorée plus tôt ce vendredi 7 décembre 2018 au Bénin. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Bénin, Kiyofumi Konishi, ce 5 décembre 2018. À cette occasion, il a présenté les grandes réalisations de son pays au Bénin au titre de l'année 2018. Il a été signé l'échange de notes portant sur l'assistance alimentaire de l'année fiscale 2018, dont le montant total s'élève à 300 millions de yens japonais, soit environ 1,5 milliard de francs CFA. La mise en œuvre de cette assistance est en cours. Par ailleurs, les travaux d'autres importants projets financés par le Japon au Bénin ont été achevés cette année. C'est dans cette perspective qu'il y a eu la cérémonie d'inauguration le 24 août 2018 de l'hôpital d'Anada dans le cadre de l'aide financière non remboursable. Croyez-moi, mesdames et messieurs, que cet hôpital, dont le coût de construction s'élève à environ 9 milliards de francs CFA, vient combler le vide des services de santé dans le département de l'Atlantique et contribuera à l'essor du système sanitaire du pays. Des actions sur le plan culturel sont également à noter. Récemment, au mois d'octobre, 3 musiciens japonais de Todoroki ont animé un concert au siège de Vitièvre à Cotonou avec l'artiste béninois Marcel Paris. Ce même siège de Vitièvre a abrité 5 séances de projection de films japonais au cours de l'année 2018, avec la participation d'environ 300 enfants, divers spectacles au total. Nous avons également œuvré pour la promotion et une meilleure visibilité du savoir-faire du Japon en 2018. 5 étudiantes béninois bénéficiaires d'une bourse japonaise séjournent actuellement au Japon afin de renforcer leurs capacités. Ces réalisations du Japon au Bénin ne sont pas exhaustives et Tokyo prévoit d'autres actions pour impacter le développement socio-économique du Bénin. Le pays s'est engagé à examiner la faisabilité et le plan directeur du projet de construction d'un échangeur au niveau du carrefour devant CFAO à Vedoko afin d'assurer la fluidité de la circulation. Une mission sera envoyée en janvier 2019 à Cotonou afin d'études de faisabilité. Autre volet, le monde syndical béninois pleure la disparition d'un de ses vaillants combattants. Vous le savez, il s'agit de l'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Son décès remonte au 30 novembre 2018. Que retenir de l'homme et de son parcours? Je vous invite à suivre la réponse à travers ces témoignages de certains camarades de l'illustre disparu. Quand le syndicat se créait, la Confédération se créait, 1982, il était déjà dans le combat. Je rappelle aussi qu'il était secrétaire général du SINAPES, syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire, parce que lui-même est professeur de physique-chimie. Et un certain nombre d'acquis. Je prends pêle-mêle le droit de grève. Azoa a beaucoup lutté. Vous entendez parler aussi de la loi, d'une loi qui avait été initiée, la loi sur l'avancement au mérite, que le gouvernement
Kérékou voulait instituer dans le temps pour se donner le droit donc de frapper les opposants politiques, les responsables syndicaux qu'on n'arrive pas à réduire, et même qui pouvait permettre aux responsables de l'administration de pouvoir gratifier leurs amis religieux et sanctionner d'autres. Nous avons combattu cela sous la direction de Gaston Azoua. Il a participé d'abord à la revalorisation du point indiciaire, à la lutte pour la revalorisation du point indiciaire qui permettait d'augmenter le salaire, à la lutte pour l'augmentation du SMIC et à la lutte pour la conquête des libertés de façon générale. La meilleure manière pour les travailleurs béninois, pour la jeunesse, de l'honorer, de lui rendre hommage, c'est de s'engager à poursuivre résolument la lutte. Je dirais que Gaston Kassogui Azoua est un véritable syndicaliste. C'est un baobab syndical. Je ne le dis pas, je le précise toujours, je ne le dis pas parce qu'il est mort. Je ne fais pas un témoignage à titre posthume, non. Mais je le dis parce que j'ai vécu ça. Donc, je ne fais pas hommage à quelqu'un qui est mort parce que, non, pour faire plaisir à un cadavre, non. Je dis, j'ai vécu avec Gaston Azoua. J'ai vécu avec Gaston Azoua, même en dehors de sa structure partisane. Alors, non, il est parti. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a repris. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il l'accueille dans son royaume céleste. Il est normal que les travailleurs prennent exemple sur son combat, parce que c'est un homme téméraire, courageux, très téméraire, très courageux. Et cela a permis d'avoir beaucoup de résultats positifs dans la vie des travailleurs. Dans la suite de cette édition d'information, la communauté internationale a célébré ce mercredi 5 décembre la journée mondiale des sols. Je vous l'annonçais au sommaire. Au Bénin, l'événement a été célébré au campus d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'amphi Idriss Déby Itno, au cours d'un atelier scientifique sur les sols au Bénin. Cette rencontre de 2 jours a réuni des enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi, des membres du comité national de lutte contre la désertification et autres partenaires techniques et financiers. Le reportage est signé Corneille Aïssé et Denis Marouya. La faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi célèbre la 6e édition de la journée mondiale des sols. Un événement qui a réuni des experts, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des membres du comité national de lutte contre la désertification, les partenaires techniques et financiers, notamment le projet ProSol, projet de protection et de réhabilitation des sols de la coopération allemande. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants auront à faire des échanges d'expériences sur les résultats des recherches en matière de dégradation et de protection des sols. Eleonore Yadekan-Yayi, vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Les chercheurs doivent mettre à la disposition du public leurs inventions ou technologies visant à protéger les terres non dégradées et à réhabiliter celles qui sont dégradées. Ces inventions ou technologies devront donc permettre, dans un premier temps, aux sachants de développement agricole de former et de sensibiliser les agriculteurs sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres. Pour Mélanie Didier, responsable de ProSol, projet de réhabilitation de protection des sols de la coopération allemande, la journée mondiale des sols est une occasion pour faire des sensibilisations sur l'importance des sols pour la sécurité alimentaire et pour les fonctions essentielles des écosystèmes. Le sol est une ressource fondamentale et un élément essentiel de l'environnement naturel, dont la plupart des aliments de la planète dépendent. De même, le sol offre à l'homme son espace vital
ainsi que les services écosystémiques essentiels. Important pour la régulation et l'approvisionnement de l'eau, la régulation du climat, la conservation de la biodiversité et la fixation du carbone. Félix Aladassi, enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, président du comité d'organisation, reprécise quant à lui les objectifs poursuivis à travers le choix du thème de la journée mondiale des sols 2018, pollution des sols, soyez la solution. La campagne Soyez la solution à la pollution des sols pour la journée mondiale des sols 2018 vise à sensibiliser les hommes et femmes et à les appeler à stopper la pollution du sol. Ce phénomène est un danger caché qui se cache sous nos pieds. 1/3 de nos sols sont déjà dégradés au niveau mondial. Au Bénin, près de 91% des terres agricoles sont dégradées selon une étude faite à l'INRAB en 2016. Cette grande rencontre sur les sols est organisée en 4 ateliers avec 67 communications qui portent tous sur la gestion durable des terres. Les travaux prennent fin vendredi 7 décembre 2018. L'actualité se poursuit et cette fois-ci loin du continent africain. La justice française autorise l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso où ce frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à cette extradition à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. La décision est encore susceptible de faire l'objet d'un pouvoir en cassation et pour être effective, l'extradition doit également faire l'objet d'un décret gouvernemental. Ghana à présent, Atewa est présenté comme l'un des meilleurs endroits, bien évidemment, l'un des meilleurs endroits au monde pour sa biodiversité. J'y arrive. Mais la réserve forestière de la chaîne de montagnes Atewa au Ghana est menacée par l'exploitation de bauxites. Reportage. Sous la canopée de la réserve forestière de l'Atewa, certains animaux en voie d'extinction sont toujours en liberté. Mais son sous-sol contient aussi d'importantes réserves de bauxite, ce minerai rouge indispensable pour la fabrication d'aluminium. Le Ghana a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Chine pour exploiter le précieux minerai en échange de projets d'infrastructures. Dans la région, l'exploitation illégale de l'or a déjà fait des ravages. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans la capitale Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de minerais d'aluminium sont arrivés dans la région il y a plus de 10 ans et les forages d'exploration ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive la méfiance des habitants. Il n'y a pas de travail. Nous voulons donc que l'exploitation du bauxite commence. Moralement, nous souhaitons qu'elle le soit pour que nous ayons des emplois. Le président du Ghana est originaire d'un village avoisinant la forêt. Le développement économique des zones rurales est l'une de ses priorités, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui se fait selon eux au détriment de l'environnement. Restons toujours avec l'agence France-Presse. Dans l'immensité du grand large angolais, le Kaombo Norte pompe son brut. Vu de l'extérieur, le dernier né des navires d'un pétrolier est un monstre avec son pont de 330 mètres et sa torchère haute de 110 mètres. Mais à l'intérieur règne un monde de promiscuité où chaque mètre carré compte. Report. Sous ses allures de monstre des mers, le dernier né des navires Total offre un spectacle impressionnant.
Avec ses 330 mètres de long et une torchère qui culmine à 110 mètres de haut, le Kaombo Norte extrait du pétrole à plus de 2000 mètres de profondeur au large de l'Angola. Mais à l'intérieur, les dimensions sont tout autres. L'espace personnel est quelque peu réduit pour la centaine de membres d'équipage. En ce moment, nous avons beaucoup de monde à bord, c'est la phase de démarrage. La plupart des lits sont occupés. C'est donc étroit, mais c'est assez confortable et neuf, alors ça suffit, je dirais. Et lorsque chaque mètre carré compte, cuisiniers et agents d'entretien jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement du navire. Avec 23 nationalités différentes et autant d'exigences alimentaires, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière les fourneaux. On travaille beaucoup ici. On a trop de pression. Mais c'est un défi et mon objectif est de satisfaire tous mes clients. Sur le Kaombo Norte, les journées sont longues et intenses et les loisirs sont rares. Mais pour autant, l'isolement et les conditions de travail difficiles n'effraient pas ces marins un peu particuliers. On passe à côté des dates importantes, la famille, les anniversaires et tout le reste. Mais on a une certaine liberté quand on est à la maison. On a 28 jours pour faire ce qu'on veut. On peut se reposer, voyager. Quant aux femmes, elles ne sont qu'une poignée à bord, mais toutes assurent y avoir trouvé leur place. Je le dis à toutes mes collègues parce qu'ils pensaient que cet environnement n'était peut-être pas adapté aux femmes, etc. Si vous pensez que l'offshore n'est pas fait pour les femmes, regardez-moi, j'y suis et je m'y plais. Une petite bulle loin du monde et des siens. Et pour certains, le meilleur job du monde. Toujours en interactualité, pendant des siècles, les tribus des Hautes Terres, dans le cœur longtemps demeuré impénétrable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se sont combattues avec des armes traditionnelles comme l'arc, la lance et autres. Mais l'arrivée récente et massive d'armes de guerre a changé la donne, menaçant désormais de transformer la moindre querelle en boucherie. Suivez ici le reportage pour vous en convaincre. L'heure est au deuil pour cette tribu des Hautes Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balle et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et compte déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël, là, qui se souvient du temps où les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir. Et pour finir, la chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Il y a un mois, la chancelière annonçait qu'elle ne se représenterait ni à la tête de son parti, ni à un 5e mandat à la chancellerie. Première étape de la fin de sa carrière politique d'une exceptionnelle longévité. Lors du congrès des conservateurs, elle votera donc pour son successeur à la tête du parti, qui sera peut-être également le prochain chef du gouvernement allemand. Elle était la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Après 13 ans à la tête du gouvernement et 18 à la direction de son parti conservateur, la CDU, Angela Merkel ne se représentera ni à l'un ni à l'autre de ses postes.
Affaiblie par les divisions avec ses partenaires de coalition et par une série de défaites dans des scrutins régionaux, elle a dû prendre ses responsabilités. Quand les électeurs nous font clairement passer un message sur ce qu'ils pensent de la formation et du travail du gouvernement au niveau fédéral au cours des 7 derniers mois, c'est un signal clair que ça ne peut plus continuer comme ça. La chancelière avait pourtant déjà surmonté plusieurs crises. En 2011, après d'énormes manifestations, elle annonce l'arrêt des centrales nucléaires. En 2022, en 2013, après la crise traversée par la zone euro, elle est l'un des rares dirigeants européens qui réussit à se faire réélire. Mais une partie de son électorat ne lui a jamais pardonné d'avoir ouvert les portes du pays à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie en 2015. Réélue après d'âpres négociations de coalition en 2017, la tenace Angela Merkel souhaite aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Elle veut consolider son héritage politique. Donc si elle n'est pas sous pression pour démissionner plus tôt, elle ira jusqu'au bout. Si elle arrive au terme de son mandat, Angela Merkel sera restée aussi longtemps au pouvoir que son mentor Helmut Kohl. Lors de ses débuts en politique, l'imposant chancelier la surnommait la gamine. Elle l'a ensuite remplacée à la tête du parti conservateur. Aujourd'hui, c'est elle qui regarde sa succession s'organiser. Le futur président de la CDU sera peut-être le prochain chancelier d'Allemagne. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. Passez de bons moments à suivre nos programmes.